Parmi les documents les plus étranges, il y a ceux qui évoquent la manifestation, une théorie selon laquelle l'esprit humain pourrait influencer directement la réalité physique. Il existe des preuves fascinantes de phénomènes extraordinaires rapportés dans des documents officiels, notamment ceux déclassifiés par la CIA. L'un des exemples les plus intrigants concerne la capacité présumée de certaines personnes à voir leur environnement sans utiliser leurs yeux, simplement en se concentrant sur des coordonnées précises. Ces expériences, menées dans le cadre du projet Stargate, ont révélé des résultats troublants. Par exemple, un individu avait reçu des coordonnées qui correspondaient au côté caché de la Lune, et un autre, à des points spécifiques sur Mars. Sans jamais savoir que ces lieux n'étaient pas sur Terre, ils ont décrit des paysages avec une précision qui dépasse l'entendement. Ces récits, consignés dans des rapports déclassifiés, continuent de susciter de vives discussions sur les capacités inexpliquées de l'esprit humain. Dans un autre domaine, il existe des témoignages rapportant la capacité de certains moines à léviter après des heures de méditation profonde. Les rapports, bien qu'anecdotiques et souvent entourés de mystères, mentionnent des individus flottant à quelques centimètres du sol, atteignant cet état par un contrôle mental et spirituel intense. Toutefois, presque tous les récits insistent sur le fait que ces phénomènes n'ont lieu que dans des conditions strictement privées, loin des caméras ou d'un public nombreux. Cela nourrit à la fois le scepticisme et la fascination, car ces histoires se retrouvent dans de multiples cultures à travers l'histoire. Parmi les documents les plus étranges, il y a ceux qui évoquent la manifestation, une théorie selon laquelle l'esprit humain pourrait influencer directement la réalité physique. Un rapport célèbre, le Gateway Process, explore comment des techniques comme la synchronisation cérébrale et la méditation peuvent modifier la perception de la réalité. Ce document, bien qu'écrit dans un langage technique, propose des concepts qui frisent le surnaturel, la possibilité de créer ou d'attirer des événements par la simple concentration mentale. Même si cela semble invraisemblable pour beaucoup, ces idées sont sérieusement étudiées dans ces documents. Les phénomènes liés aux ovnis constituent un autre terrain fascinant de ces rapports. Depuis plus d'un siècle, des milliers de pilotes commerciaux et militaires ont signalé des observations d'engins aériens inexplicables. Ces objets, souvent dotés de capacités hors normes, vitesse fulgurante, changements de direction impossibles défient la technologie humaine connue. Les pilotes rapportant ces incidents se sont fréquemment heurtés au scepticisme, entendus avec des phrases comme « va dormir, tu es fatigué ». Pourtant, les récentes divulgations du Pentagone sur des phénomènes aériens non identifiés ont donné une légitimité à ces récits. Bien que des enregistrements militaires existent, ils restent presque toujours classifiés, laissant peu d'accès au public. Ces révélations ne s'arrêtent pas là. Les documents déclassifiés sont d'une richesse incroyable, mais ils passent souvent inaperçus. Pourquoi ? D'abord, parce que la plupart des gens refusent de croire à ces récits sans preuve visuelle directe. Ensuite, parce que peu prennent le temps de lire ces rapports, pourtant accessibles. Cela laisse une grande partie de ces découvertes dans l'ombre, alimentant mystères et théories. Ces documents, qu'ils parlent de capacités humaines extraordinaires ou d'engins défiant la physique connue, soulèvent des questions fondamentales sur la réalité. Si l'on gratte sous la surface, on découvre un monde d'expériences et de phénomènes qui défient l'entendement. Que cachent encore ceux qui savent mais préfèrent rester silencieux ? Pendant la guerre froide, la CIA chercha des moyens toujours plus ingénieux et parfois étranges pour devancer l'Union soviétique dans le domaine de l'espionnage. Parmi ces initiatives, le Project Acoustic Kitty reste l'un des plus inhabituels et troublants. Ce programme consistait à utiliser des chats comme agents secrets en leur implantant des microphones et des émetteurs pour écouter les conversations sensibles. L'idée était que ces animaux, perçus comme inoffensifs et capables de se déplacer discrètement, pourraient s'approcher sans éveiller les soupçons des cibles soviétiques. Pour rendre ce projet possible, la CIA entreprit une série de chirurgies invasives sur les chats, insérant un microphone dans leur conduit auditif, une antenne fine le long de leur colonne vertébrale et une batterie dans leur abdomen. Ces dispositifs devaient permettre de capter et de transmettre des conversations en temps réel. L'opération, incroyablement coûteuse et techniquement complexe, aurait englouti environ 20 millions de dollars. L'idée semblait prometteuse sur le papier, mais s'est heurtée à des défis imprévus. Les chats,
étant des animaux naturellement indépendants et imprévisibles, n'étaient pas exactement les agents parfaits que la CIA espérait. L'un des premiers tests sur le terrain illustre l'ampleur de l'échec. Le chat, soigneusement préparé pour sa première mission d'espionnage, fut relâché près d'un parc où une conversation sensible entre deux agents soviétiques était censée avoir lieu. Cependant, peu de temps après avoir été lâché, il fut heurté par une voiture, détruisant toute chance de succès. Les échecs répétés et l'incapacité à contrôler les mouvements des chats finirent par sceller le sort du projet. Après plusieurs tentatives infructueuses, le Project Acoustic Kitty fut abandonné. Les responsables de la CIA conclurent finalement que les chats, malgré leur furtivité naturelle, étaient trop imprévisibles pour être utilisés comme agents de surveillance. Ce projet, bien qu'il n'ait jamais abouti, suscite encore aujourd'hui fascination et malaise. L'idée que des animaux de compagnie pourraient être transformés en espions cybernétiques soulève des questions éthiques sur l'exploitation des animaux dans le domaine militaire. Si le projet avait réussi, il aurait pu marquer une étape troublante dans la guerre froide, où même nos compagnons les plus proches auraient pu devenir des outils de surveillance. En Allemagne de l'Est, une militante dévouée à la liberté avait traversé de nombreuses épreuves. Elle avait vu sa maison fouillée en son absence, avait été arrêtée à plusieurs reprises en route vers des manifestations et avait enduré toutes sortes de harcèlements orchestrés par l'État. Malgré tout, elle n'avait jamais perdu de vue son combat, trouvant du réconfort dans le soutien de son mari, qu'elle croyait être son allié le plus proche. Lorsque le mur de Berlin tomba, apportant avec lui la promesse de liberté et de justice, elle eut l'occasion d'accéder aux archives de la Stasi, l'ancien service de renseignement de la RDA. Curieuse mais aussi hantée par les souvenirs de cette époque, elle plongea dans les dossiers qui avaient été méticuleusement constitués sur elle. Ce qu'elle y découvrit brisa tout ce qu'elle pensait savoir. Parmi les pages froides et impersonnelles des rapports, elle reconnut une écriture qui lui était familière, presque intime. Son propre mari, l'homme qui partageait son foyer et ses rêves, s'était révélé être un agent infiltré de la Stasi. Ses notes, rédigées avec une précision déshumanisante, décrivaient ses activités militantes, ses amis et même ses moments les plus vulnérables. Chaque mot semblait témoigner d'une trahison calculée, dépourvue de remords ou d'émotion. Cette révélation lui laissa un vide immense, plus oppressant que toutes les menaces qu'elle avait endurées sous le régime autoritaire. Elle réalisa que son combat pour la liberté n'avait pas seulement été contre un système, mais aussi, sans le savoir, contre une trahison qui se jouait à l'intérieur de ses propres murs. Alors que d'autres célébraient la réunification, elle devait réapprendre à se reconstruire, non seulement comme militante, mais aussi comme femme brisée par une vérité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Quelques mois avant la catastrophe de la navette spatiale Challenger, un ingénieur nommé Roger Boisjoli, travaillant pour Morton Thiokol, le sous-traitant responsable des propulseurs à propergol solide, avait émis de graves avertissements concernant les joints toriques des fusées. Il avait spécifiquement identifié un défaut critique, ces joints, conçus pour sceller les segments des propulseurs, risquaient de perdre leur élasticité à basse température, ce qui entraînerait des fuites de gaz chaud et potentiellement une défaillance catastrophique. Boisjoli et d'autres membres de l'équipe d'ingénieurs avaient présenté leurs préoccupations de manière urgente, surtout à l'approche du lancement prévu pour janvier 1986. Ils avaient argumenté que les températures prévues pour ce jour, bien inférieures aux conditions habituelles, augmentaient considérablement les risques d'une défaillance des joints. Lors de réunions internes avec la NASA et les décideurs de Morton Thiokol, Boisjoli insista sur le danger imminent et recommanda un report du lancement tant que ces préoccupations n'étaient pas résolues. Malheureusement, ces avertissements furent ignorés ou minimisés, en grande partie en raison des pressions politiques et organisationnelles. Le programme de la navette spatiale était sous une intense surveillance publique, et la NASA subissait des pressions pour respecter un calendrier strict. La décision de lancer malgré les avertissements fut prise, un choix tragique qui se révéla fatal. Le matin du 28 janvier 1986, comme Boisjoli l'avait prédit, les températures glaciales affectèrent les joints toriques. Lors du décollage, un joint de l'un des propulseurs échoua, permettant à des flammes de s'échapper et de percer le réservoir principal, entraînant l'explosion de la navette et la perte de ses 7 membres d'équipage. Boisjoli fut profondément marqué par cette tragédie.
Il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher le désastre, mais ses avertissements n'avaient pas été entendus. Après l'accident, il devint un témoin clé lors des enquêtes et des auditions du Congrès. Son courage à dénoncer les défauts et à mettre en lumière la culture de prise de risques organisationnels fut salué, mais il dut également faire face à des répercussions personnelles et professionnelles. Le Project Stargate est l'un des projets les plus intrigants et controversés jamais menés par le gouvernement américain, mêlant espionnage, science et paranormal. Son objectif principal était d'explorer et d'exploiter les capacités psychiques humaines pour des fins militaires et de renseignement. Parmi les pratiques étudiées, la vision à distance, le voyage astral et d'autres techniques parapsychiques ont été sérieusement examinées, dans l'espoir de découvrir un moyen révolutionnaire de collecter des informations sur l'ennemi. La vision à distance était au cœur du programme. Elle impliquait que des individus, appelés voyants ou opérateurs psychiques, tentent de percevoir et de décrire des lieux ou des événements situés à des milliers de kilomètres de distance, souvent à partir de simples coordonnées géographiques. Ces expériences visaient à découvrir des bases ennemies, localiser des armes cachées ou même retrouver des otages. L'une des sessions célèbres inclut une tentative pour localiser un sous-marin soviétique perdu, où les descriptions fournies par les voyants se sont révélées étonnamment précises. Dans d'autres cas, ils tentaient de cartographier des installations militaires étrangères sans jamais quitter la pièce où ils se trouvaient. Mais le voyage astral ajoutait une dimension encore plus intrigante. Cette technique supposait que la conscience d'un individu pouvait se détacher de son corps physique pour explorer des lieux lointains dans une sorte d'état de transe. Les participants décrivaient souvent leurs expériences comme des sorties hors du corps, où ils avaient l'impression de flotter et de se déplacer librement, tout en restant capables d'observer les événements dans des endroits éloignés. Ces voyages astraux, bien que fascinants, étaient encore plus difficiles à mesurer scientifiquement que la vision à distance. Le programme Stargate ne se contentait pas d'observer ces phénomènes. Des efforts importants furent faits pour standardiser les protocoles et entraîner les participants à utiliser leurs supposées capacités de manière reproductible. Parmi les figures clés du projet, Ingo Swann, un médium réputé, a contribué à développer des méthodes pour structurer les sessions de vision à distance. Swann lui-même affirma avoir utilisé ses capacités pour décrire en détail des installations militaires sur la Lune, ce qui donna naissance à des spéculations allant bien au-delà des objectifs initiaux du programme. Les scientifiques impliqués dans le programme, bien que sceptiques pour certains, étaient encouragés par des résultats parfois troublants. Cependant, malgré ces succès isolés, les performances des voyants étaient souvent inconsistantes. Les critiques internes et externes soulignaient que beaucoup de résultats pouvaient être attribués au hasard, à des biais d'interprétation ou à des informations préexistantes. En 1995, lorsque le Project Stargate fut déclassifié, les documents révélèrent l'étendue des recherches menées, mais aussi les limites de leurs applications pratiques. Les États-Unis avaient investi des millions de dollars dans ce projet, mais les résultats étaient trop imprévisibles pour justifier sa continuation. Pourtant, les documents montrent que le gouvernement croyait suffisamment en ses capacités pour y consacrer près de 2 décennies de recherche. Un document révélé en 2013, mais initialement créé en 2008, a offert un aperçu glaçant des capacités technologiques dont disposait la NSA et d'autres agences de sécurité nationale pour la surveillance numérique. Ce document, devenu une pièce centrale des débats sur la vie privée et les libertés individuelles, détaille une série de technologies avancées utilisées pour surveiller les communications et les activités en ligne de millions de personnes à travers le monde. Les outils décrits sont à la fois fascinants et effrayants. Ils incluent des dispositifs capables d'intercepter des données dans des câbles physiques sans laisser de traces, des logiciels permettant de prendre le contrôle de téléphones et d'ordinateurs à distance, et même des implants matériels dissimulés dans des composants électroniques courants. Ces technologies permettent de surveiller, de collecter et d'analyser d'immenses quantités d'informations en temps réel, que ce soit à partir de courriels, de messages instantanés, de recherches sur Internet ou d'appels téléphoniques. L'un des aspects les plus alarmants du document est la démonstration de la portée omniprésente de ces technologies. Ces dispositifs peuvent être intégrés dans pratiquement tout, des ordinateurs personnels aux téléphones portables, en passant par des appareils électroniques domestiques et des infrastructures de communication globale.
L'idée que n'importe quel câble, n'importe quel appareil, pourrait potentiellement être compromis remet en question toute notion de confidentialité dans le monde numérique. Ces révélations ont provoqué une onde de choc mondiale. Elles ont mis en lumière un conflit profond entre la sécurité nationale et les droits individuels. Les défenseurs de la vie privée ont dénoncé une surveillance de masse injustifiée et invasive, tandis que les partisans de ces pratiques les justifiaient comme nécessaires à la prévention des menaces terroristes et des cyberattaques. En fin de compte, ce document illustre l'ampleur des capacités de surveillance modernes et soulève des questions fondamentales sur l'équilibre entre la sécurité et la liberté. Si certaines technologies peuvent être utilisées pour protéger les citoyens, leur potentiel d'abus, en particulier dans des mains peu scrupuleuses, reste une source de préoccupation majeure. Pour beaucoup, cette révélation a marqué une prise de conscience brutale. Dans un monde où la technologie règne en maître, le concept même de vie privée semble de plus en plus illusoire. En 1962, au cœur des tensions de la guerre froide, le gouvernement américain élabora un plan terrifiant qui aurait pu marquer l'histoire comme l'un des actes les plus cyniques jamais envisagés par une démocratie moderne. Ce plan, connu sous le nom d'Opération Northwood, fut conçu par les chefs d'état-major interarmés et le département de la Défense. Il prévoyait que des attaques terroristes soient perpétrées sur le sol américain par les États-Unis eux-mêmes, pour en accuser Cuba. L'objectif était de manipuler l'opinion publique américaine et internationale afin de justifier une invasion de Cuba et le renversement du gouvernement communiste de Fidel Castro. Le contenu du plan, aujourd'hui déclassifié et accessible dans les archives de la bibliothèque JFK, révèle une série de propositions glaçantes. Les concepteurs suggéraient de commettre des attentats contre des infrastructures civiles et militaires américaines, entraînant des pertes parmi les citoyens américains. Ils proposaient aussi de saboter des avions ou des navires, et d'en accuser des agents cubains. Une idée particulièrement sinistre impliquait la possibilité de simuler ou même d'abattre un avion rempli de passagers, en orchestrant soigneusement les preuves pour incriminer Cuba. Des faux témoignages, des enlèvements fabriqués, et des campagnes massives de désinformation devaient compléter cette opération, afin de convaincre l'opinion publique de la nécessité d'une intervention militaire. Lorsque le plan fut soumis au président John F. Kennedy, celui-ci le rejeta catégoriquement. Kennedy, conscient des implications éthiques et politiques d'une telle opération, refusa de s'engager dans ce type de manipulation brutale. Pourtant, le simple fait que cette proposition ait été sérieusement envisagée par des membres influents du gouvernement reste un témoignage glaçant de la façon dont les tensions de la guerre froide pouvaient pousser des responsables à envisager des mesures extrêmes. L'existence de l'opération Northwood soulève des questions troublantes sur l'éthique et les limites du pouvoir dans un système démocratique. Bien que ce plan n'ait jamais été mis en œuvre, le fait qu'il ait été conçu et discuté au plus haut niveau demeure une tache sombre dans l'histoire américaine. Pourtant, peu de gens connaissent cette histoire, et encore moins mesurent à quel point elle reflète la fragilité des principes moraux face à la pression politique et militaire. Le rejet de Kennedy est souvent salué comme un acte de clairvoyance, mais la simple suggestion d'un tel plan reste une leçon importante sur les dangers de céder à la peur et à la manipulation au nom de la sécurité nationale. L'histoire du film Marillion est l'un de ces récits étranges qui naissent dans les recoins les plus inattendus d'Internet, en l'occurrence sur la section sport d'un forum fréquenté par des passionnés. Au centre de cette histoire, il y avait un utilisateur surnommé UTV, un contributeur régulier connu pour ses messages anodins et ses discussions sportives sans controverse. Mais ce quotidien paisible prit un tournant inattendu avec l'apparition d'un individu qui se faisait appeler l'archiviste. Cet archiviste semblait développer une obsession singulière pour UTV. Chaque message posté par ce dernier était systématiquement suivi d'un commentaire de l'archiviste. Peu importe le sujet ou l'importance du message, l'archiviste était là, répondant parfois avec des remarques neutres, mais souvent avec un ton étrangement personnel. D'abord amusé, puis exaspéré, UTV finit par lui demander ouvertement d'arrêter et de passer à autre chose. Mais ces demandes ne faisaient qu'alimenter l'obsession de l'archiviste, qui se mit à répondre également aux réprimandes, ne laissant aucun message de son sujet sans réponse. Avec le temps, l'archiviste passa à un niveau supérieur dans son étrange fixation. Il commença à compiler les interactions qu'il avait eues avec UTV, créant des sortes de chroniques qu'il partageait ensuite sur la page sport.
Ces compilations mêlaient des captures de messages, des commentaires détaillés et même des interprétations de ce qu'ils considéraient comme les pensées profondes du TV. Pour les autres utilisateurs, cela devenait de plus en plus étrange et inquiétant, mais pour l'archiviste, c'était une sorte de projet personnel. Le paroxysme de cette obsession survint avec le dernier message de l'archiviste. Dans ce message, il expliquait que son comportement avait attiré l'attention des personnes de son entourage. Il confessa que ces dernières avaient découvert son obsession et qu'il était désormais surveillé. Avant de disparaître d'Internet pour de bon, il voulut laisser un cadeau à UTV, un document de 92 pages intitulé Le Filmarillion, qu'il qualifia d'hommage ultime et qu'il souhaitait réserver exclusivement à UTV. Évidemment, malgré cette demande, le document fut rapidement ouvert et partagé par d'autres utilisateurs. À l'intérieur, ils découvrirent un contenu troublant et dérangeant. Il contenait une compilation exhaustive des messages d'UTV, des montages où ses publications étaient superposées à des modèles 3D, des poèmes et des sonnets dédiés à lui, ainsi qu'une description détaillée de la vie qu'ils auraient pu partager selon l'archiviste. Le sommet de l'étrangeté fut atteint avec un récit imaginaire du déroulement des funérailles d'UTV, écrit avec un souci troublant du détail. Plus inquiétant encore, le document contenait ce qui semblait être des informations personnelles sur UTV, laissant penser que l'archiviste avait peut-être réussi à trouver des éléments de sa vie réelle. Lors de la publication du Filmarillion, la réaction d'UTV fut aussi brève qu'énigmatique. Sur la section sport où tout avait commencé, son unique réponse publique fut un simple point d'interrogation, un message qui traduisait une combinaison de confusion, de stupeur et peut-être de crainte face à l'ampleur de l'obsession que l'archiviste avait développée à son égard. Mais cette réaction publique fut également la dernière. Peu de temps après, UTV contacta les autorités, signalant ce qu'il considérait désormais comme une menace sérieuse. Il était évident que le document dépassait largement le cadre d'une étrange fascination en ligne. Avec des informations personnelles supposées présentes dans le Filmarillion, il devint clair pour UTV qu'il s'agissait d'un problème de sécurité. Par mesure de précaution, il décida de se mettre à l'abri, coupant tout contact avec le forum et disparaissant du paysage numérique. Pour la communauté en ligne, ce dénouement marqua la fin d'un chapitre à la fois fascinant et profondément perturbant. L'archiviste, fidèle à sa déclaration d'adieu, ne revint jamais poster sur le forum, laissant derrière lui un héritage étrange sous forme de ce document dérangeant. Quant à UTV, sa disparition suscita des spéculations, certains utilisateurs se demandant s'il était réellement en sécurité ou s'il avait été encore davantage affecté par cette sinistre expérience. Le Project 100 000, initié par Robert McNamara au début de la guerre du Vietnam, est une page sombre de l'histoire américaine, témoignant d'une exploitation cruelle de certains de ses citoyens les plus vulnérables. Présenté comme un programme destiné à offrir une opportunité de réinsertion et de formation à des hommes jusque-là inéligibles au service militaire, il s'agissait en réalité d'un stratagème cynique pour fournir de la chair à canon à l'effort de guerre. Le programme ciblait des individus qui n'avaient pas réussi à satisfaire aux standards mentaux, éducatifs et médicaux de l'armée. Ces hommes, souvent issus des classes les plus pauvres, avaient un quotient intellectuel inférieur à 70, une éducation limitée, et, dans de nombreux cas, des troubles d'apprentissage importants. Beaucoup d'entre eux étaient comparables aux personnages fictifs tels que Forrest Gump ou Gomer Pyle, représentations idéalisées de personnes naïves et démunies face à la complexité du monde. Le discours officiel décrivait Project 100 000 comme un acte de bienveillance. Les recrues, appelées les New Standard Men, furent assurées qu'elles bénéficieraient d'une formation, d'un emploi stable, et de compétences nécessaires à une meilleure vie après leur service. Mais derrière cette façade se cachait une réalité bien plus brutale. Incapables de rivaliser sur le plan cognitif ou physique avec leurs homologues mieux préparés, ces hommes furent majoritairement assignés aux missions les plus périlleuses, souvent sur les lignes de front au Vietnam. La vie sur le champ de bataille fut un cauchemar pour ces hommes. Nombre d'entre eux, incapables de lire ou de comprendre les ordres complexes, agissaient souvent sans savoir pourquoi ils étaient là ni ce qu'ils devaient faire. Leurs lacunes les rendaient particulièrement vulnérables, et les statistiques reflètent cette tragédie, les NSM mouraient à un taux bien plus élevé que leurs camarades mieux préparés. Au-delà des pertes humaines, les survivants portaient des cicatrices profondes. Une fois rentrés chez eux,
il faisait face à un monde qu'il comprenait encore moins. Les promesses d'une vie meilleure s'étaient envolées, remplacées par des taux élevés de chômage, des divorces fréquents, un stress post-traumatique omniprésent et, pour beaucoup, une spirale menant au suicide. Pour ces hommes, le projet avait transformé leur vie en une succession de traumatismes, les laissant abandonnés par la société qui les avait envoyés à la guerre. Le Project 100 000 illustre un mépris glaçant de la part du gouvernement envers ses propres citoyens, particulièrement ceux en situation de précarité. En les recrutant sous prétexte d'opportunité, mais en les plaçant dans des rôles où ils étaient les plus exposés et les moins protégés, il les a trahis d'une manière irréparable. Pour les générations futures, ce programme reste un exemple frappant de la façon dont des décisions politiques peuvent exploiter les vulnérabilités humaines au nom d'objectifs stratégiques, avec des conséquences dévastatrices pour les individus et leurs familles. Les Pentagon Papers, un ensemble de documents confidentiels concernant la guerre du Vietnam, représente l'un des exemples les plus accablants de la déconnexion entre les motivations réelles des gouvernements en temps de guerre et ce qu'ils présentent au public. Dévoilé en 1971 par Daniel Ellsberg, un analyste militaire travaillant pour le Pentagone, ces documents révélèrent que, dès le milieu des années 1960, les États-Unis savaient que la guerre était pratiquement impossible à gagner. Pourtant, ils choisirent de poursuivre le conflit, non pas pour atteindre la victoire, mais pour éviter une défaite humiliante sur la scène internationale. Ces révélations montrèrent que les décideurs politiques, y compris les présidents successifs, savaient que l'effort militaire ne produirait pas les résultats escomptés. Ils reconnaissaient que les objectifs déclarés de la guerre, tels que freiner la propagation du communisme et établir une démocratie stable au Vietnam, étaient irréalisables. Cependant, ils continuèrent à envoyer des troupes et à intensifier les bombardements, sachant pertinemment que les sacrifices humains et financiers ne serviraient qu'à maintenir les apparences. Le document le plus choquant exposait une réalité froide. Les dirigeants américains considéraient qu'un retrait rapide et complet serait un désastre diplomatique, qui affaiblirait leur position dans la guerre froide. Ainsi, au lieu de mettre fin au conflit, ils prolongèrent une guerre qu'ils savaient perdue, à un coût humain inimaginable. Plus de 60 000 Américains furent tués, aux côtés d'1 million de Vietnamiens, dont la plupart étaient des civils. Les combats se poursuivirent jusqu'en 1973, lorsque les accords de paix de Paris furent signés, mettant officiellement fin à l'engagement des troupes américaines. Cependant, les forces armées du Sud-Vietnam, privées du soutien direct des États-Unis, ne purent résister longtemps. En 1975, Saigon tomba, marquant la fin de la guerre et une victoire totale pour le Nord communiste. La révélation des Pentagon Papers fit l'effet d'une bombe. Elle démontra non seulement les mensonges répétés des administrations américaines, mais aussi leur mépris apparent pour les vies humaines. Le gouvernement avait sacrifié des milliers de soldats, traumatisé des millions de civils et dévasté un pays entier simplement pour éviter de perdre la face. Ce scandale suscita une indignation massive aux États-Unis et renforça le scepticisme du public envers ses dirigeants, notamment en période de guerre. Les Pentagon Papers restent l'un des exemples les plus frappants de la façon dont les intérêts politiques peuvent primer sur la morale et sur le coût humain d'un conflit prolongé pour des raisons de prestige. Lorsque la navette spatiale Challenger explosa le 28 janvier 1986, le monde entier fut plongé dans un choc et une profonde tristesse. Les images de l'explosion, diffusées en direct, et la perte des 7 astronautes furent perçues comme une tragédie instantanée, un moment brutal où la vie et les espoirs s'éteignirent dans une boule de feu. À l'époque, il fut rapporté que tous les membres d'équipage avaient été tués immédiatement, une conclusion qui semblait presque offrir un maigre réconfort dans une situation incompréhensiblement tragique. Cependant, des décennies plus tard, des informations déclassifiées et des analyses techniques révélèrent une vérité bien plus poignante. Il apparut que certains, sinon tous les astronautes, avaient survécu à l'explosion initiale. La cabine de pilotage, où se trouvaient les membres d'équipage, avait été suffisamment renforcée pour résister à l'explosion du réservoir principal de la navette. Séparée du reste de l'appareil, la cabine avait été projetée à une altitude vertigineuse, intacte mais impuissante, emportant avec elle les astronautes conscients de leur sort. Pendant 2 minutes et 45 secondes, ces hommes et femmes, qui avaient consacré leur vie à l'exploration et au dépassement des frontières humaines,
était éveillé et lucide alors qu'il chutait à une vitesse incroyable vers l'océan Atlantique. À bord, il est probable qu'ils aient tenté, dans ces derniers moments, de reprendre le contrôle de la situation ou d'activer des systèmes de survie, même si les chances de succès étaient inexistantes. Ces minutes furent un mélange inimaginable de peur, de résilience et peut-être même d'acceptation face à l'inévitable. La décision de ne pas divulguer cette vérité à l'époque était sans doute motivée par la volonté de protéger le programme spatial déjà fragile. NASA, confrontée à l'immense pression de relancer la confiance du public et des décideurs dans l'exploration spatiale, savait que révéler les détails de cette fin terrifiante aurait pu provoquer un coup fatal au financement et au soutien politique du programme. En choisissant de présenter l'explosion comme une mort instantanée, l'agence cherchait à préserver une image de progrès malgré la tragédie. Pourtant, ces révélations ultérieures ajoutèrent une couche de complexité émotionnelle à une catastrophe déjà bouleversante. Elles rappellent la vulnérabilité des astronautes, ces pionniers qui acceptent des risques inimaginables pour repousser les limites de notre connaissance. Elles soulignent également l'impact de la vérité et de ses implications, non seulement pour les familles des victimes, mais pour tous ceux qui regardent les étoiles avec espoir. Le Project Sunshine est une sombre illustration des abus scientifiques commis au nom de la sécurité nationale pendant les années 1950. Ce projet, initié par le gouvernement américain, visait à étudier l'impact de la radioactivité sur les tissus humains, notamment après les tests nucléaires. Pour cela, des restes humains, principalement de nourrissons et de jeunes enfants décédés, furent collectés pour analyse. Ce qui rend ces pratiques particulièrement choquantes, c'est que ces prélèvements furent réalisés sans le consentement des parents. Les scientifiques cherchaient à mesurer la concentration de strontium-90, un isotope radioactif libéré lors des explosions nucléaires, qui s'accumule dans les os et peut provoquer des cancers. Les os et les tissus des enfants étaient jugés particulièrement pertinents pour cette recherche en raison de leur sensibilité accrue à l'absorption des substances radioactives. Pour obtenir ces échantillons, des hôpitaux, des morgues et des institutions médicales collaborèrent avec les autorités, prélevant des membres, des organes ou des os sur les corps de jeunes défunts, souvent sans informer les familles endeuillées. Dans de nombreux cas, les parents ne furent pas seulement tenus à l'écart, mais également trompés. Une mère, par exemple, souhaitant habiller sa fille pour ses funérailles, se vit refuser cette requête. Ce refus cachait un fait glaçant: les médecins avaient amputé les jambes de l'enfant pour leur prélèvement et craignaient qu'elle ne découvre la vérité. Lorsque les détails du Project Sunshine furent révélés des décennies plus tard, l'indignation fut générale. Les familles touchées apprirent avec horreur que la mémoire de leurs proches avait été profanée au nom de la science. Ces actes furent dénoncés comme une violation flagrante des droits humains et de l'éthique médicale. Le choc fut d'autant plus profond qu'il s'agissait de nourrissons et de jeunes enfants, des êtres sans défense dont la dignité fut sacrifiée sur l'autel de la recherche. Dans les profondeurs de la guerre froide, l'Union soviétique a expérimenté des idées qui, aujourd'hui, pourraient sembler issues d'un roman de science-fiction. Parmi celles-ci, un programme militaire désormais déclassifié impliquait l'utilisation de lapins pour établir une forme de communication psychique entre des sous-marins et des bases terrestres. L'idée, à la fois déroutante et sinistre, reposait sur l'hypothèse que les lapines-mères réagissaient de manière intense et détectable à la mort violente de leurs petits, quel que soit l'éloignement. Le programme fonctionnait ainsi: des lapines-mères étaient gardées dans une station terrestre tandis que leurs petits, transportés à bord de sous-marins, étaient sacrifiés à des moments précis. La théorie voulait que la réaction émotionnelle de la mère, mesurable par des instruments sensibles, puisse transmettre un message codé basé sur l'intensité et la fréquence des réactions. Plus la mort du petit était violente, plus la réponse supposée de la mère était forte, offrant ainsi une sorte de code pouvant être utilisé pour transmettre des informations. Les motivations derrière ce programme étaient enracinées dans le désir d'échapper à la détection des communications par les forces adverses, en particulier les États-Unis. Les signaux radio et les communications traditionnelles entre sous-marins et bases terrestres pouvaient être interceptés ou brouillés. Ce projet, bien que scientifiquement douteux, visait à exploiter une méthode indétectable et théoriquement instantanée pour transmettre des informations critiques. Les documents relatifs à ce programme furent déclassifiés il y a plusieurs années, mais ce n'est qu'en 2016 qu'ils furent traduits en anglais,
révélant les détails troublants et étranges de ses expériences. Bien que rien n'indique que le programme ait produit des résultats concluants ou pratiques, son existence souligne les extrémités auxquelles les grandes puissances étaient prêtes à aller pour obtenir un avantage stratégique pendant la guerre froide. Cette initiative témoigne à la fois de la créativité et de la cruauté qui caractérisaient certaines recherches militaires de l'époque. Elle reste une curiosité historique, un exemple frappant de la façon dont la pression géopolitique pouvait inspirer des approches à la fois ingénieuses et moralement discutables, dans une quête constante de supériorité technologique et militaire. Le Project Pluto est l'un des projets militaires les plus troublants et effrayants jamais imaginés pendant la guerre froide. Conçu dans les années 1950 par les États-Unis, ce programme visait à développer une technologie qui exploitait un ramjet nucléaire, capable de transformer un missile de croisière en une arme apocalyptique, tant par sa portée que par ses effets secondaires terrifiants. L'arme prévue, connue sous le nom de SLAM, était un missile de croisière révolutionnaire pour l'époque. Voici en quoi elle consistait. Le missile serait lancé à l'aide de propulseurs conventionnels jusqu'à ce qu'il atteigne une vitesse et une altitude suffisantes pour activer son moteur nucléaire. Une fois en marche, ce moteur fournirait une propulsion quasi illimitée, permettant au missile de voler indéfiniment, ou du moins jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Le SLAM aurait été équipé de multiples ogives nucléaires, capables d'être larguées sur plusieurs cibles différentes en territoire ennemi, principalement en Union soviétique. Mais le concept allait encore plus loin. Après avoir largué ses charges nucléaires, le missile continuerait à voler à basse altitude, causant des dégâts collatéraux massifs simplement par sa présence. Son passage supersonique aurait généré des ondes de choc dévastatrices capables d'aplatir des bâtiments et de blesser ou tuer des civils sur son chemin. Le véritable cauchemar, cependant, venait de son moteur nucléaire. Tout au long de son vol, ce moteur rejetait des particules radioactives dans l'atmosphère, contaminant tout sur son passage. Après avoir épuisé ses capacités offensives, le SLAM aurait simplement continué à survoler des zones habitées, propageant des radiations et semant la destruction, avant de finalement s'écraser quelque part, libérant encore plus de contamination nucléaire. Une fois au sol, le moteur aurait continué à émettre des radiations mortelles pendant des mois, transformant le missile en une arme de terreur durable, bien au-delà de son utilité militaire. Heureusement, le projet ne fut jamais mené à bien. Les défis techniques liés à la propulsion nucléaire et les risques environnementaux extrêmes associés au SLAM finirent par convaincre les responsables militaires d'abandonner cette idée. Le développement de nouvelles armes, comme les missiles balistiques intercontinentaux, qui pouvaient accomplir des objectifs similaires sans ces effets secondaires monstrueux, rendit également le SLAM obsolète avant même sa mise en service. Les documents révélés par Wikileaks sur Prism et les méthodes de piratage des appareils intelligents ont mis en lumière des pratiques de surveillance massive et des capacités technologiques avancées détenues par les agences de renseignement, en particulier la NSA et ses alliés. Ces révélations ont eu des répercussions considérables, remettant en question les notions fondamentales de vie privée et de sécurité dans l'ère numérique. Prism, un programme de collecte de données révélé en 2013 par Edward Snowden, permettait à la NSA d'accéder directement aux serveurs de certaines des plus grandes entreprises technologiques, telles que Google, Apple, Microsoft et Facebook. Grâce à ce programme, les agences de renseignement pouvaient collecter des informations comme des courriels, des messages, des appels vidéo, et même des fichiers stockés dans le cloud. Bien que ce programme ait été justifié au nom de la lutte contre le terrorisme, sa portée était bien plus large, touchant potentiellement des millions de citoyens ordinaires, souvent sans leur consentement ou même leur connaissance. Les documents publiés par Wikileaks ont également détaillé des techniques avancées de piratage et de manipulation des appareils intelligents, y compris des téléphones, des téléviseurs connectés et d'autres appareils IoT. Une méthode particulièrement troublante décrite dans ces fuites concernait la capacité des agences à placer ces appareils en mode faux arrêt. Concrètement, l'appareil semblait être éteint pour son utilisateur, mais continuait à fonctionner en arrière-plan, permettant l'enregistrement audio, vidéo ou la collecte de données. Par exemple, un téléviseur connecté pouvait afficher un écran noir comme s'il était éteint, mais son microphone et sa caméra restaient actifs, transmettant des données aux agences de renseignement. Les smartphones étaient également des cibles de choix,
avec des techniques permettant d'activer leur microphone et caméra à distance, même lorsqu'ils semblaient hors ligne ou en mode avion. Ces capacités technologiques démontrent un niveau de contrôle et d'intrusion qui a bouleversé la perception de sécurité dans les appareils modernes. Pour de nombreux experts en sécurité, les révélations ont souligné à quel point ces technologies, conçues pour faciliter la vie quotidienne, pouvaient également être transformées en outils de surveillance de masse. Cela a également soulevé des questions sur la complicité des entreprises technologiques dans ces activités, certaines ayant fourni un accès direct à leur système, tandis que d'autres prétendaient ignorer de telles exploitations. La publication des archives de la Stasi après la chute du mur de Berlin en 1989 reste l'un des moments les plus glaçants et révélateurs de l'histoire de l'Europe post-guerre froide. La Stasi, la police secrète de l'Allemagne de l'Est, avait construit l'un des systèmes de surveillance les plus intrusifs jamais connus. Ces archives, soigneusement tenues pendant des décennies, contenaient des rapports détaillés sur des millions de citoyens est-allemands, documentant leurs mouvements, conversations, relations, et même leurs pensées les plus intimes. Lorsque ces archives furent ouvertes, chaque citoyen de l'ex-République démocratique allemande eut le droit de consulter son propre dossier. Pour beaucoup, ce fut une expérience à la fois choquante et déchirante. Ils découvrirent que des amis, des voisins, et même des membres de leur famille proche avaient été contraints ou manipulés pour les espionner. La Stasi avait construit un vaste réseau d'informateurs, comptant plusieurs centaines de milliers de personnes, pour garantir que personne en Allemagne de l'Est ne puisse échapper à leur contrôle. Les dossiers ne révélaient pas seulement l'étendue de cette surveillance, mais aussi les conséquences psychologiques dévastatrices qu'elle avait entraînées. Des parents apprirent que leurs propres enfants avaient été poussés à les dénoncer à l'école. Des conjoints découvrirent des trahisons au sein même de leur mariage. Même des relations superficielles ou des rencontres occasionnelles avaient donné lieu à des rapports détaillés. Ces archives devinrent un rappel brutal de la manière dont un régime totalitaire pouvait exploiter la peur et la méfiance pour détruire le tissu social. Certains fichiers contenaient des profils psychologiques détaillés, des observations intrusives sur les habitudes personnelles, et parfois même des preuves fabriquées pour manipuler ou faire chanter des individus. La Stasi utilisait ces tactiques non seulement pour réprimer toute dissidence, mais aussi pour maintenir un contrôle total sur chaque aspect de la vie des citoyens. Il notait les opinions politiques, les orientations sexuelles, les affiliations religieuses, et bien d'autres choses, souvent détruisant des vies sur la base de simples soupçons. L'un des aspects les plus effrayants de ces archives était la prise de conscience de l'omniprésence de la surveillance. Des micros étaient dissimulés dans les murs, les meubles, et même dans des objets du quotidien comme des lampes ou des radios. Des immeubles entiers étaient équipés d'appareils d'écoute, et les lettres personnelles étaient systématiquement interceptées, lues, puis soigneusement refermées. Aucun aspect de la vie privée n'était vraiment protégé. Les répercussions émotionnelles de ces révélations furent profondes. Pour beaucoup, la trahison par des proches était difficile, voire impossible, à accepter. Cependant, pour d'autres, les dossiers apportaient une clarté et une validation, prouvant l'ampleur des injustices qu'ils avaient subies. La manipulation des relations et des communautés par la Stasi a laissé des cicatrices durables, même après la chute du régime. Le film La vie des autres, réalisé par Florian Ankel von Donnersmarck, capture cette réalité terrifiante avec une grande sensibilité. Il raconte l'histoire d'un officier de la Stasi chargé de surveiller un dramaturge et sa compagne, mais qui finit par remettre en question le coût moral de son travail. Le film offre une perspective profondément humaine sur les effets de la surveillance, de la confiance et de la trahison, servant de rappel poignant du pouvoir oppressif exercé par la Stasi. L'histoire de l'incident de Varginha, survenu en 1996, est l'un des récits d'observation d'OVNI les plus célèbres au Brésil et dans le monde entier. Ce petit événement a marqué cette ville de l'État du Minas Gerais, la transformant en une destination de légende pour les passionnés d'ufologie. Ce qui rend cette histoire particulièrement intrigante, c'est la convergence de témoignages de civils, de militaires et même d'autorités locales, qui rapportent avoir été témoins de phénomènes étranges et inexpliqués. En janvier 1996, plusieurs habitants de Varginha rapportèrent avoir vu une créature mystérieuse. Selon les témoignages, elle mesurait environ 1,6 m de haut, avait une peau brunâtre, de grandes têtes avec des yeux rouges proéminents,
et dégageait une odeur désagréable. L'une des observations les plus notables fut celle de 3 jeunes filles qui prétendirent avoir vu la créature accroupie près d'un mur dans un terrain vague. Paniquées, elles alertèrent les autorités locales, ce qui déclencha une série d'événements qui alimentèrent encore davantage la spéculation. Des rapports non confirmés suggèrent que l'armée brésilienne aurait rapidement isolé la zone et capturé la créature, transportant son corps dans un véhicule militaire. Certains témoignages indiquent également que l'armée aurait récupéré un véhicule spatial écrasé dans les environs, bien que les autorités aient toujours nié ces affirmations. Le mystère fut encore amplifié par des informations selon lesquelles un militaire impliqué dans l'opération aurait contracté une infection inexplicable et serait décédé peu de temps après. Cependant, l'affaire prit une tournure encore plus fascinante lorsque les Archives nationales du Brésil rendirent public, il y a quelques années, des documents relatifs à des observations d'OVNI, civils et militaires, remontant à près de 25 ans avant l'incident de Varginha. Ces archives révèlent une longue histoire de phénomènes aériens non identifiés signalés dans tout le pays. Les rapports décrivent des objets lumineux effectuant des manœuvres impossibles pour les technologies humaines de l'époque, ainsi que des interactions présumées entre des forces militaires brésiliennes et ces mystérieux appareils. Ces documents incluent des témoignages de pilotes militaires, qui rapportent avoir été suivis par des objets volants rapides et silencieux, ainsi que de civils observant des formations lumineuses dans le ciel nocturne. Ils montrent que l'intérêt pour les ovnis au Brésil ne se limite pas à Varginha, mais s'inscrit dans une histoire plus vaste et plus ancienne. David Parker Ray, tristement surnommé le Toy Box Killer, est l'un des tueurs en série les plus terrifiants de l'histoire criminelle américaine. Pendant des années, il a enlevé, torturé et soumis ses victimes à des abus inimaginables dans une remorque aménagée qu'il appelait sa Toy Box. Cet espace, conçu comme une chambre de torture, était équipé de divers instruments de souffrance, générateurs électriques, scalpels, scies, seringues et autres outils. Plus glaçant encore, un grand miroir était fixé au plafond, obligeant ses victimes à assister, impuissantes, à leur propre calvaire. Avant même de commencer ces atrocités, Ray diffusait un enregistrement audio à ses victimes dès qu'elles reprenaient connaissance. Cette bande, froide et méthodique, décrivait en détail les horreurs qui allaient suivre, comme s'il s'agissait d'un manuel d'instruction. Pendant longtemps, l'existence de cet enregistrement est restée entourée de mystères, classifié par les autorités en raison de son contenu insoutenable. Ce n'est que bien plus tard, après la fin des enquêtes et dans le cadre de déclassifications officielles, qu'une partie du contenu a été rendue publique. L'enregistrement, dont un extrait a été divulgué, est si troublant qu'il continue de hanter les esprits des enquêteurs et de quiconque l'a étudié. Dans une autre affaire qui illustre l'horreur humaine, Lawrence B. Tucker et Roy Norris, surnommés les Toolbox Killers, ont semé la terreur en Californie en 1979. Ces 2 hommes capturaient de jeunes femmes, les torturaient à l'aide d'outils banals comme des marteaux, des pinces et des tournevis, avant de les tuer. Ils allaient encore plus loin dans leur cruauté en enregistrant leurs actes. L'un des enregistrements les plus tristement célèbres est celui de leur victime Shirley Ledford, une jeune femme qui a subi des tortures indescriptibles. Sur cet enregistrement, déclassifié des années après leur arrestation, on entend les tueurs briser son coude avec un marteau tout en lui ordonnant de crier plus fort. Vers la fin, Shirley, brisée, supplie qu'on mette fin à ses souffrances. Les tueurs, lors de leur procès, ont cyniquement tenté de justifier cet enregistrement en affirmant qu'il s'agissait d'un jeu de rôle consensuel. Cependant, les preuves, accablantes, et le témoignage déchirant de la mère de Shirley, qui a reconnu la voix de sa fille sur la bande, ont mis en lumière toute l'atrocité de leur crime. La déclassification de ces documents, qu'il s'agisse des enregistrements ou des transcriptions, a permis au public et aux chercheurs d'en savoir davantage sur l'esprit torturé de ces criminels. Elle a également offert un aperçu de l'ampleur de leur barbarie. Pourtant, ces révélations ne sont pas sans controverse. Certains s'interrogent sur le bien fondé de rendre accessibles de telles horreurs, tandis que d'autres insistent sur leur importance historique pour comprendre et prévenir de futurs crimes. Dans les années 1950 et 1960, au cœur de la guerre froide, le gouvernement américain mena une série de tests secrets d'armes biologiques sous le nom de Opération LHC.
Ces tests, qui avaient pour objectif de mesurer la dispersion de particules dans l'atmosphère et leurs effets sur de vastes populations, impliquaient la pulvérisation de substances potentiellement toxiques sur des zones densément peuplées, y compris des quartiers résidentiels. Le produit chimique principalement utilisé était le sulfure de zinc et de cadmium, une substance connue pour être hautement toxique. Ce composé, sous forme d'aérosol, était dispersé sur des villes entières et leur environ par avion, parfois à très basse altitude. L'objectif déclaré de ces tests était de simuler la propagation d'armes biologiques ou chimiques à grande échelle et d'évaluer la vulnérabilité des populations civiles face à de telles attaques. Cependant, aucune précaution significative ne fut prise pour informer ou protéger les habitants des zones ciblées. Des villes comme Saint-Louis, Minneapolis et d'autres localités à travers les États-Unis furent exposées à ces pulvérisations, souvent sans en avoir la moindre connaissance. Le sulfure de zinc et de cadmium, bien qu'officiellement présenté comme inoffensif à l'époque, est aujourd'hui reconnu pour ses effets toxiques graves. Le cadmium, en particulier, est un cancérigène avéré qui peut causer des dommages irréversibles au foie, aux reins et au système respiratoire. Des décennies après ces tests, de nombreux habitants des zones concernées ont commencé à signaler des taux anormalement élevés de cancer, de malformations congénitales et d'autres troubles graves de santé. Dans certains quartiers, les taux de maladie étaient bien au-delà de la moyenne nationale, un héritage tragique de ces expérimentations. Ces communautés, déjà souvent marginalisées ou en situation de précarité, furent laissées à elles-mêmes, sans suivi médical, sans aide, et sans la moindre excuse de la part du gouvernement. Les tests de l'opération LAC n'ont jamais fait l'objet d'un véritable suivi scientifique ou d'une enquête approfondie sur leurs conséquences à long terme. Les dossiers concernant ces opérations furent en grande partie classifiés pendant des années, et ce n'est que bien plus tard que le public apprit l'ampleur des expositions. Le gouvernement, cependant, n'a jamais officiellement reconnu sa responsabilité dans les souffrances infligées, ni offert de réparation ou d'indemnisation aux victimes. L'opération LAC demeure un exemple glaçant des dangers de la science militarisée et du mépris pour la vie humaine au nom de la sécurité nationale. L'unité 731, créée par l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, est l'un des exemples les plus horrifiants de cruauté humaine et d'abus de la science. Basée à Harbin, en Chine occupée, cette unité militaire menait des expériences sur des prisonniers de guerre et des civils dans le cadre de recherches sur les armes biologiques et chimiques. Sous la direction du général Shiro Ishii, des milliers de victimes, appelées cyniquement Maruta ou Bush, furent utilisées comme cobayes humains. Ces expériences, menées sous prétexte de protéger le Japon des maladies et de renforcer sa puissance militaire, témoignent d'une indifférence totale à la souffrance humaine. Parmi les atrocités commises, la vivisection sans anesthésie était une pratique courante. Les prisonniers, souvent infectés délibérément par des maladies comme la peste ou le choléra, étaient disséqués vivants pour observer la progression de ces infections dans leur corps. Ces procédures barbares, destinées à préserver l'intégrité des organes pour des études précises, provoquaient des souffrances indicibles. L'unité testait également les effets de l'hypothermie, exposant les victimes à des températures glaciales pour étudier la résistance du corps humain au froid extrême. Les membres des prisonniers étaient souvent gelés dans des blocs de glace, puis soumis à des tentatives de réchauffement brutal, comme les immerger dans de l'eau bouillante, ce qui entraînait souvent leur mort. Les chercheurs de l'unité 731 testaient aussi des armes biologiques sur des populations civiles. Des bombes bactériologiques contenant des agents pathogènes comme la peste ou l'anthrax étaient larguées sur des villages chinois pour mesurer leur efficacité. Parfois, des prisonniers étaient attachés sur des champs de tir pour être exposés directement à ces bombes. Ces expérimentations, qui visaient à affiner les techniques de guerre biologique, provoquèrent des épidémies dévastatrices et d'innombrables morts parmi les populations locales. Des tests similaires furent réalisés avec des armes chimiques, où les victimes étaient enfermées dans des chambres remplies de gaz toxiques pour étudier les effets sur leur corps, souvent jusqu'à ce qu'ils succombent. Les victimes de l'unité 731 incluaient des hommes, des femmes et même des enfants. Des expériences sur la famine, la déshydratation et les effets des transfusions de sang non humain furent également conduites, tout avec une froideur scientifique qui dépasse l'entendement. Lorsque la guerre prit fin, les atrocités de l'unité 731 furent en grande partie dissimulées.
En échange des données obtenues lors de ces expérimentations inhumaines, les responsables de l'unité, dont Shiro Ishii, obtinrent l'immunité grâce à un accord avec les États-Unis. Au fil des décennies, de nombreux documents gouvernementaux ont été déclassifiés, dévoilant des investigations sur des phénomènes aériens non identifiés. Ces documents, souvent considérés comme des secrets d'État, offrent aujourd'hui un regard fascinant sur les préoccupations des autorités à propos des objets volants non identifiés OVNI et des possibles rencontres extraterrestres. Le premier document, un mémorandum du FBI datant de 1949, mentionne des observations d'OVNI près de sites nucléaires aux États-Unis. Des témoins ont rapporté avoir vu des lumières et des objets étranges se déplacer de manière inexpliquée dans le ciel, notamment à proximité d'installations sensibles. Bien que ces incidents aient été étudiés, aucune explication claire n'a été fournie à l'époque. Ce document a été déclassifié plus tard, révélant l'inquiétude des autorités face à ces événements inexpliqués. Le rapport de la CIA de 1950, quant à lui, concerne des observations au-dessus du complexe nucléaire d'Oak Ridge dans le Tennessee. Des objets volants non identifiés ont été signalés, mais là encore, les autorités n'ont pas pu fournir d'explications satisfaisantes. Ce rapport a également été déclassifié des années plus tard, alimentant les théories selon lesquelles ces phénomènes pourraient être liés à des technologies extraterrestres. En 1952, un autre mémorandum du FBI, rédigé par J. Edgar Hoover, documente des observations similaires près de l'usine de Savannah River, une autre installation nucléaire clé. Les témoins ont vu des objets se comportant de manière étrange dans le ciel, mais les autorités n'ont pas pu confirmer la nature de ces objets. Ce document a été déclassifié plus tard, offrant un aperçu précieux des préoccupations de l'époque. Enfin, le projet Blue Book, mené par l'US Air Force entre 1952 et 1969, a compilé des milliers de rapports sur les ovnis. Ce programme a cherché à analyser et à comprendre ces phénomènes mystérieux. Bien que la majorité des observations aient été expliquées par des phénomènes naturels ou des erreurs humaines, une partie des documents relatifs à ce programme a été déclassifiée, donnant aux chercheurs et au public l'opportunité d'explorer ces archives et de spéculer sur la véritable nature de ces objets volants non identifiés. Le concept de la guet-bombe est l'un des exemples les plus étranges et controversés des recherches militaires américaines. Imaginé dans les années 1990 par des chercheurs travaillant pour le US Air Force Wright Laboratory, cette arme biologique hypothétique visait à utiliser des phéromones pour altérer le comportement des ennemis sur le champ de bataille. L'idée était de diffuser une substance chimique qui induirait une attraction sexuelle entre les soldats ennemis, les distrayant de leurs objectifs militaires et rendant leur coordination impossible. Selon les documents déclassifiés, l'arme aurait fonctionné en libérant des produits chimiques similaires aux phéromones humaines, censés déclencher des réactions biologiques chez ceux qui les inhaleraient. Ces réactions devaient amener les soldats ennemis à ressentir une attirance irrésistible pour leurs camarades, perturbant leur discipline et leur efficacité. Le concept reposait sur l'idée que ce type de distraction psychologique pourrait désorganiser l'ennemi sans recours à une violence physique directe. Bien que la guet-bombe n'ait jamais dépassé le stade de la proposition, le simple fait qu'un tel projet ait été envisagé suscite un mélange de fascination et de consternation. Les documents montrent que cette arme faisait partie d'un éventail de projets visant à perturber les ennemis par des moyens non conventionnels, dont des armes olfactives pour simuler des odeurs répulsives ou des agents chimiques pour induire des démangeaisons insupportables. Ce projet, bien qu'abandonné, est devenu un sujet de moquerie et d'indignation lorsqu'il a été rendu public. Il soulève des questions sur l'éthique des recherches militaires et sur la manière dont certaines idées, aussi absurdes ou discriminatoires qu'elles puissent paraître, peuvent être sérieusement explorées au nom de la stratégie. La guet-bombe illustre une époque où la recherche militaire explorait des voies non conventionnelles, souvent en ignorant les implications sociales ou morales de ces idées. Aujourd'hui, cette arme hypothétique est davantage perçue comme une curiosité historique, un exemple des limites parfois absurdes de l'imagination militaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.